Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de votre matinale. Aujourd'hui, on aborde une thématique qui vous intéresse toujours. Jennifer Sativi, bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comment vous allez? Bonjour, heureuse d'annoncer. J'espère que vous êtes bien réveillés. J'espère que vous êtes en pleine forme. Bonjour également à vous, chers téléspectateurs, et merci une fois encore d'être au rendez-vous pour votre émission Nos Pinden. Aujourd'hui, nous parlons, comme Heureuse le disait, d'un sujet qui vous intéresse. Il s'agit des examens prénuptiaux. On se demande si ces examens sont indispensables avant de se dire oui, Heureuse. Eh oui, est-ce que c'est indispensable? Les avis seront certainement partagés. C'est ce que nous souhaitons pour que tout le monde soit intégré, soit impliqué. Mais avant d'aborder la thématique, mesdames et messieurs, nous allons vous inviter à suivre quelques merveilles du Bénin. Et voilà, mesdames et messieurs, nous vous invitons à découvrir Alada. C'est vrai qu'au Bénin, les vacances scolaires sont terminées, mais les découvertes peuvent se poursuivre. Absolument, pas forcément besoin de vacances. Les week-ends sont là. Mais voilà. Et voilà, je crois, en 2 jours, on a déjà fait un bon aller-retour et on a pris le temps de bien visiter la ville quand même. Encore que Alada est marqué par sa viande. Il y a une viande là, je crois que ça doit être le Roland, on dit, à Alada. Agouti, mais voilà. Mesdames et messieurs, après donc Merveille du Bénin, vous avez certainement entendu sa voix tout de suite. Pasteur Zan nous donne rendez-vous tout de suite même, maintenant même, juste après ce jingle. Et voilà, mesdames et messieurs, on avait déjà notre dose de rire sur ce plateau. Jennifer, nous recevons aujourd'hui Pasteur Zan. Nous recevons Pasteur Zan qui est déjà là. Bonjour, Pasteur Zan. Bonjour, mesdames. C'est un plaisir quand même. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous êtes gâtés, là. Ah, mais moi, qui va se négliger? Moi, en tout cas, pas vous, hein? Non, je prie toujours pour être dans les bonnes grâces. C'est très important. Et ce beau matin, vous vous retrouvez dans les bonnes grâces. Exactement. Hein? Quoi de bon? Quoi? Hein, vous mangez, vous buvez, vous avez des choses qui vous entourent. La bénédiction est là. Le paradis, c'est déjà là. Oui, alors, qu'est-ce que vous nous proposez ce matin? Non, mais d'abord, avant de proposer, je tiens à dire un coup de gueule concernant la pluie. Moi, moi, je ne comprends pas. La pluie sélectionne son quartier. Moi, je quitte. Je me suis bien habillé et c'est la pluie. Oh, ça a choisi le quartier de l'Atlantique et l'Est littoral. Je viens maintenant, il n'y a pas de pluie ici. Donc, vous savez comment on appelle ça? Ce sont les pluies zonales. Ouais, donc zonales, ça existe quoi? Moi, je ne sais pas, il a qu'à choisir un truc quand même. À un moment donné, aller plus au village. Parce que... Non, moi, bon, bref, c'est juste pour lui dire que vous êtes fâché. De faire attention, parce que je ne comprends pas ces histoires de pluie là. Sinon, je vais prendre peut-être pluviométrie africaine, je vais me circuler avec ça. Il n'y a rien à faire. Bon, et passer par rapport au thème, vous savez, je vais annoncer les préludes d'abord. Vous savez, c'est toujours bien de vérifier les choses avant de s'attaquer. C'est très important. Parce que quand on dit que l'amour rend aveugle, mais c'est l'amour est aveugle, c'est avec mon ami Aladi que moi j'ai constaté ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, oui. Je l'ai toujours dit que dans la vie, il ne faut jamais prendre les choses sans vérifier. Il faut toujours tester. C'est vrai que des fois, il y a des expressions qui disent non, ouais, il faut toujours garder les choses et c'est à la dernière minute qu'on découvre. Bon, c'est bien avant. Mais maintenant, là, c'est plus bien. C'est plus bien. Ouais, c'est vrai que Aladji est tombé amoureux. Aladji est tombé amoureux. C'est très bien quand il y a l'amour. Mais quand il y a l'amour, il y a aussi l'éclairage visuel. C'est aussi mieux.
C'est très important. On ne doit pas être on ne doit pas être en amour. Et donc, quand la dame était chez elle et qu'Aladji était chez lui, voilà, tout se passait bien, tu vois. Il voulait remplir les formalités avant de ramener. Il ne voulait pas faire comme les jeunes maintenant. Les jeunes maintenant, nous, on fait d'abord avant de remplir les formalités. Tu vois. Lui, il voulait d'abord faire remplir les formalités avant de ramener sa chose à côté. Vous comprenez? Voilà. Bon, c'est bien avant, mais maintenant, l'environnement a changé. C'est bien des fois de permettre quelques, comment on appelle, clando. Tu vois, là, dans ça, là, tu vérifies certaines choses. Mais Aladji ne m'a pas compris. Et bon, Aladji a rempli les formalités. Et voilà. Le jour J est venu, on a fait tout. Vous voyez, avec ces mariages-là, c'est voilà. Donc, Aladji a ramené sa chose à côté, bon, sa femme, parce que la femme n'est pas la chose. Bon, bref. Mais, première nuit, non. Ça, c'est pas ronflement, on appelle ça vomissement. Elle dit vomi. Elle dit, cette dernière a commencé à dormir avant Aladji. Malheur pour Aladji. Toute la nuit, Aladji n'a pas dormi. Parce que le bruit que cette dame dormait. C'est la dame qui fait autant de bruit? Oui. Mais c'est souvent le contraire, on dit souvent. Non, quel contraire? Je dis le bruit qui... Aladji a dit, bon, c'est sous l'effet de la fatigue. Comme le mariage était donc... Aladji a dit, bon, d'accord, je vais laisser la nuit là pour voir. Deuxième jour, troisième jour, Aladji m'appelle pour me dire, franchement, je ne sais pas quel moteur cette dame-là a, mais elle m'a pas dormi depuis 3 jours. Je dis, elle a quoi? Elle dit, wow! Ça, ce n'est pas ronflement, que ça, c'est vomissement. Et Aladji ne pouvait pas supporter. Aladji a demandé gentiment à la famille. Non, ce n'est pas une raison suffisante. Ah non, c'est suffisant. Aladji a demandé à construire sa chambre. C'est-à-dire, Aladji dans la maison de son papa. Et il préfère, comme avant, venir passer sa journée et repasser dormir chez lui. Donc, il fallait vérifier. Si Aladji avait fait une analyse, vous comprenez, Aladji avait fait au moins quelques tests. Il aurait compris. Et il va lui apprendre cette disposition pour ne pas voir. Voilà un peu. Non, Aladji doit comprendre qu'aujourd'hui, tout ça, la médecine a dépassé tout ça. La médecine a dépassé quoi? Bien sûr, les ronflements. Ah non, vous savez, vomissement là, ça dépasse le ronflement. Ça dit, l'intéressé quand si c'est un homme, c'est très dangereux. C'est comme les camions à poids là. Vous comprenez les remorques là. Vomissement, non, je vous jure. Ça dépasse les trompettes. C'est dangereux. Ce que je dis là, vous pensez assister à ça, vous allez voir. Non, mais on veut quand même voir Pasteur Zane dormir pour voir si. Bon, vous savez. Non, vous savez, bon, nous là, dans notre famille, on prend les dispositions pour ne pas avoir ces. C'est vous qui le dites. Non, en tout cas, mon grand-père a toujours pris les dispositions. Pasteur Zane, merci beaucoup. Vraiment, merci pour cette blague qui nous a vraiment fait rire, mesdames et messieurs. Et que les femmes me pardonnent, comme ça. Heureusement pour vous. J'ai demandé pardon. Je demande pardon, sinon c'est grave. J'ai vu le visage de Non, je ne suis pas fâchée, Pasteur Zane. Pasteur Zane, on va vous retrouver en fin d'émission pour le dernier plateau. Il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, et voilà, après donc humour, on va installer le plateau de la musique. On va danser. Et voilà, nous sommes dans le clip du jour et nous allons vous inviter, mesdames et messieurs, à suivre Fati. Oh oui, c'est Fati qu'on découvre une nouvelle fois pour ceux qui la connaissent déjà, voilà. Et pour ceux qui ne l'ont jamais connue, on vous invite à la découvrir dans Happiness. Voilà, c'était donc Fati dans Happiness. On va danser en fin d'émission, n'est-ce pas, Jennifer? Vous le promettez? Absolument. Bon, on va essayer. Absolument. On va essayer de danser. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, nous l'avons annoncé dès qu'on a démarré l'émission. Les examens prénuptiaux, est-ce obligatoire pour se dire oui ou avant de se dire oui? Nous allons aborder la thématique tout de suite, juste après le jingle. Alors,
Alors, nous sommes sur le plateau avec nos invités déjà installés. Mais vous, mesdames et messieurs, je vous pose déjà la question. Vous qui êtes mariés chez vous, est-ce que monsieur, madame, ont fait les examens prénuptiaux avant de se dire oui, avant d'avoir des enfants? Ceux qui sont célibataires, est-ce qu'ils se posent la question, sont-ils prêts à faire les examens prénuptiaux et à s'engager réellement lorsque c'est pas compatible? On va aborder la thématique avec nos invités ici sur ce plateau, Jennifer. Oui, absolument. Nos invités sont déjà là. Nous recevons des personnes qu'on ne présente plus vraiment et qui sont sur ce plateau en tant que mère de famille, chef de famille, pour partager leur expérience. Bonjour Marcel Betoro. Bonjour Jennifer Sativi, bonjour heureuse d'arriver. Bonjour, un plaisir de vous avoir en tant qu'invité ce matin. Un plaisir partagé. Alors mère de famille, vous allez partager votre expérience et nous donner votre avis également tout à l'heure. Et vous êtes en face du docteur Wenceslas Maoussi. Bonjour à vous aussi. Bonjour madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, c'est moi, c'est un grand plaisir de retrouver votre plateau. Le plaisir est partagé. De parler des sujets sociaux. Oui. Et ça permet d'aider les compatriotes à ne pas toujours tomber dans les pièges de ce genre de situations. N'est-ce pas? Et nous avons au téléphone un conseiller matrimonial. Il s'agit du docteur Charles Roubata. Bonjour, de monsieur Charles Roubata, pardon. Bonjour, monsieur Roubata. Bonjour à vous, bonjour à l'équipe, bonjour à Bonjour à vous. Et on parle des examens prénuptiaux. Est-ce que c'est une obligation avant de se dire oui? Vous qui êtes spécialiste des questions du couple, vous allez nous donner votre avis tout à l'heure. Et est-ce que c'est un fait à négliger ou forcément à prendre en compte? D'accord. Alors, le décor, il est planté. On va bien demander au chef de famille, le père de famille ici présent, pour vous, est-ce une obligation de faire les examens prénuptiaux? Vous savez, avant de s'engager. La question matrimoniale, elle est une question sensible. Et de ce point de vue-là, il faut prendre toutes les dispositions idoines pour ne pas après regretter. Vous savez, la mise en commun d'un homme et d'une femme, l'objectif final, c'est la progéniture. Oui. Et si l'homme a quelques soucis de santé, et la femme aussi, ou l'un et l'autre, ou les deux, il est important de déblayer le terrain, de faire la routine qu'il faut, ces examens dits prénuptiaux, et de s'assurer que la compatibilité y est. Parce que c'est regrettable parfois. On se met ensemble, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans parfois, et on traîne des maux, on traîne des maladies, on traîne parfois des maladies héréditaires. Et au lieu que l'un et l'autre puissent se comprendre et se séparer aussi simplement pour faire des foyers et avoir des solutions à ce qu'ils désirent, on reste là. Et après, les conséquences sont lourdes. Moi, je peux vous raconter quelques anecdotes. J'ai un frère, mon jeune frère, c'est de ma famille. Et quand il voulait s'engager dans une relation matrimoniale, on lui a dit, il savait, enfin moi je ne savais pas moi, que la dame était d'une forme de SS ou de drépanocytose. Et puis après, lui, il aimait la fille, il aimait la dame. Et puis, ils ont eu un enfant. L'enfant, heureusement, il y a des produits qu'on achète. On a contribué, quand même, on l'a accompagné. Et l'enfant est né, l'enfant est sain et sauf. L'enfant a fêté son anniversaire hier. Et cet enfant, dans notre famille, a été un enfant vraiment la bienvenue. Parce que cet enfant est né. Et c'est après la naissance de cet enfant que moi, en tant que grand frère, j'ai pu faire mon enfant. Et donc, cette situation, ce que vous racontez, c'était qu'après, ça ne s'est pas très bien passé. Ah bon? Parce que ça a été un élément un peu de déstabilisation des deux. Parce qu'à un moment donné, lui, il a accepté la dame. Parce que la dame n'était pas compatible avec lui. Nous, on n'a aucun problème dans notre famille en termes de résus et autres. Mais la dame avait un souci. Après, ce qui s'est passé, c'est que il y avait des caprices de femmes. Les deux ne se comprenaient pas. Et mon jeune frère s'est séparé de la dame. Aujourd'hui, je vois les conséquences par rapport à cet enfant. Quelles sont les conséquences?
les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, mon neveu n'est pas dans une famille avec son père et sa mère. Absolument. Bon, ça, c'est regrettable. Mais ça, c'est au moins un élément où il y a eu un enfant qui est né entre les deux. D'accord. Dans ce cas, on peut se passer de ces tests-là, puisqu'il y a l'amour et qu'on sait... Bon, on peut les faire, mais tout en restant ensemble, quel que soit le prix à payer, pourvu qu'on mette les moyens quand on s'aime pour préserver l'enfant. Non, ce qu'il faut... mon jeune frère a été intelligent en mettant les moyens, en dépensant de l'argent pour que l'enfant qui doit naître ne puisse pas prendre une forme sévère. Mais il ne sert à rien quand on découvre que la partenaire ou le partenaire traîne une maladie qui peut être préjudiciable demain sur la vie du couple et la vie des enfants, ce n'est pas la peine de poursuivre. Parce que... Est-ce qu'on sait toujours évident? L'amour y est, hein, monsieur. Oui, l'amour... Est-ce que ce n'est pas trop facile? Moi-même, mon cas personnel, j'ai fait 10 ans avec mon ex et je ne peux pas vous dire que c'est parce qu'il y a eu situation qu'on s'est séparés. Mais après, on s'est séparés. Chacun s'est refait d'une manière ou d'une autre. Mais c'est difficile. Moi, dans ma famille, c'était connu, hein, c'était de notoriété publique. Moi, ça ne me gênait pas, même jusqu'à aujourd'hui, d'être avec une femme et parce qu'on s'est entendu pour faire notre vie à deux. Les questions qui sont liées après, par rapport à la progéniture et autres, ces questions sont relatives. Mais l'essentiel, c'est que vous trouvez votre bonheur. Mais il y a ce qu'on appelle les éléments d'irritement, c'est-à-dire que ça empêche visiblement la relation de poursuivre. Imaginons que la femme traîne visiblement et de façon caractérisée un problème je ne dirais pas par rapport aux relations sexuelles. Un problème lié à la gynécologie, à sa morphologie de femme. Et en tant qu'homme, vous ne pouvez pas vous satisfaire de cette femme-là dans le couple pendant un long moment. Il y a des gens qui traînent ce genre de maladie. Mieux vaut s'en séparer. Mieux vaut s'en séparer. Soit vous faites le traitement et ça guérit, soit il n'y a pas de traitement parfois, soit c'est héréditaire et elle va traîner à vie. Mais quand c'est des cas comme ça... Je ne vous arrête pas. Quand c'est des cas comme ça, moi, je peux vous dire, il vaut mieux se séparer. D'accord. Je veux bien faire intervenir. Pour terminer, si vous permettez, pour terminer, la relation de couple, la relation matrimoniale est une relation qui doit être durable. Et donc, dans cette durabilité, vous savez que le sexe est un élément important. Et pour ne pas créer des éléments d'infidélité, que ce soit du côté de l'homme et du côté de la femme, il est important de s'assurer qu'au niveau des examens, l'homme se lève très bien le matin et aussi il se lève très bien, la virilité y est, mais aussi qu'il donne bien du jus et que ce jus n'a pas de problème. Et aussi la femme a la capacité de bien se sentir femme et d'être comblée par cet homme-là. Quand vous n'avez pas ça, tous les conseillers matrimoniaux vont vous le dire, ce n'est pas la peine. Vous allez avoir les accompagnements qu'il faut, mais dans le foyer, c'est du stress, c'est des problèmes inutiles qui arrivent. D'accord. Voilà Madame Betoro, vous avez suivi votre vis-à-vis. Qui n'avait pas envie de laisser la parole. Moi, je veux quand même vous demander, est-ce que vous êtes prête à quitter l'homme que vous aimez à cause d'examens prénuptiaux non compatibles? D'abord, parce qu'il a insisté là-dessus, il ne sert à rien de continuer. Je remonte un peu dans le débat. Vous savez, la question des examens prénuptiaux est très importante. Nous parlons ici quand même de la vie des êtres humains. Parce que quand on se met ensemble, c'est pour, comme il a déjà dit, procréer. Même avant de penser à se mettre ensemble, quand on est un être humain, quand on est une personne, soi-même, on doit penser au bien-être, à son propre bien-être. Et ça passe déjà par des analyses, par des examens, pour s'assurer de sa bonne santé. Encore, que vous voulez vous mettre ensemble, cela voudra dire que vous devez vous assurer que vous garantissez au moins à 75% ou à 80% des chances pour un lendemain meilleur. Et malheureusement, tout le monde n'a pas cette conscience-là, tout le monde ne pense pas. Est-ce que c'est une affaire de conscience? Les personnes s'aiment tellement fort. Écoutez, l'amour, comme on le dit, l'amour est aveugle, mais à un moment donné, il faut que l'amour commence par voir. Parce que quand vous dites l'amour est aveugle et que vous vous mettez ensemble, vous traversez le processus, les différentes étapes, l'amitié, les fiançailles et le mariage coutumier, mariage religieux, tout ça. Et au finish, ou au final, c'est pour ne pas pouvoir jouir
de tout ça, c'est qu'il y a un problème. Mais parce que par exemple, le cas du VIH, il y a des comprimés qu'on peut prendre pour préserver le futur bébé. Vous avez pris le cas du VIH, moi je prends le cas de la drépanocytose. Oui, il y a des moyens pour préserver ce Il a donné par exemple le cas. Écoutez, sans quand vous mettez ensemble, son intervention à lui-même, vous avez dit, il y a tellement de choses à gérer, le stress, le bien-être, l'alimentation, le côté vestimentaire, vous avez beaucoup de choses à gérer qui vous amènent déjà à être stressé au quotidien. Et maintenant, si vous devez ajouter à cela quelque chose que vous pouvez éviter tout simplement en allant faire ces examens prénuptiaux. Le problème, ce n'est pas de faire les examens prénuptiaux pour mettre une barrière à l'union. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est de faire ces examens pour prévoir ou bien pour prédire, comme on le dit, l'avenir. Si vous êtes consentant de garder des séquelles de vos examens, c'est-à-dire vous êtes sûr et certain convaincu que vous n'êtes pas compatible, mais pourtant, l'amour vous amène à rester ensemble. Vous pouvez le faire. Aujourd'hui, il y a les moyens de l'adoption. Vous Marchel, Heureuse vous l'a demandé. Vous êtes très amoureuse, très emballée avec votre mari, qui peut-être était votre fiancé. Et après quelques années, vous vous rendez compte qu'il y a une incompatibilité. Peut-être un VIH, peut-être une autre maladie, peut-être incompatibilité de résus. Vous savez, moi, je suis toujours réaliste. Vous êtes sûre que vous allez vous retourner après 10 ans, peut-être? Avant le mariage, c'est deux choses. Ou je fais l'option, j'adhère à adopter, et ça, c'est une grande responsabilité. J'assume, j'adopte, ou on se sépare. Parce que ça ne fera... C'est-à-dire, je ne vois pas ce bonheur que vous allez construire en étant sous le stress. Mais moi, je suis réaliste. Je vais demander au conseiller matrimonial d'intervenir dans le débat, peut-être pour départager si possible. Mais M. Robata, nous avons ces hommes ou ces femmes-là qui, après échec, arrivent à tomber sur, je dirais, leur âme sœur. Et effectivement, avec celui-là ou celle-là, tout marche bien, la vie quotidienne, la vie professionnelle, tout ça marche. Face à des résultats, à des examens prénuptiaux qui montrent qu'ils sont incompatibles, est-ce que le conseiller matrimonial va demander qu'ils se séparent? Alors, je tiens d'abord à remercier toute l'équipe avec cette thématique-là, qui est quand même une thématique d'actualité. Et ce que je vais dire à la lumière de tout ce que j'ai écouté des deux invités sur le plateau, je crois qu'il faut nuancer les choses. Lorsque, avant de se mettre ensemble, les examens révèlent qu'il y a incompatibilité. Souvent, les incompatibilités majeures, c'est les incompatibilités de résus ou bien les incompatibilités liées à l'électrophorèse. Donc, du coup, la possibilité, c'est-à-dire ce qui permet de voir si la personne est drépanocytée ou pas là. Donc, du coup, parfois, déjà, c'est à partir de ces examens, on vous montre que à la longue, vous ne pourrez pas vous mettre en compte le risque que vous avez des enfants malades. Donc, quand c'est comme ça, c'est vrai que c'est difficile parce que l'amour est déjà emballé, les cœurs sont emballés. Quand vous êtes à cette étape, moi, je conseille vivement que les gens prennent le risque de se séparer. Ah bon? Oui, parce que ce n'est pas... Ça ne servira à rien de vivre malade, de vivre sans pouvoir voir le fruit de votre investissement, de votre union prospérer. C'est-à-dire, fermer les yeux et s'engager sous couvert de l'amour. En réalité, l'amour, c'est-à-dire à l'instant vous êtes en train de vous... Quand vous ne vous êtes pas encore mis ensemble, l'effet c'est autre. Mais une fois que vous êtes ensemble dans la vie de mariage, c'est encore une autre réalité. Donc c'est comme les gens sont dehors, ils veulent voir le spectacle qui se tient à l'intérieur. Vous vivez le spectacle selon que vous êtes dehors. C'est-à-dire vous vivez le spectacle différemment selon que vous êtes dehors que selon que vous êtes à l'intérieur ensemble. Donc quand les gens ne se sont pas encore mis dans les liens du mariage, ils vivent l'amour autrement. Mais une fois qu'ils vivent dans les liens du mariage, c'est encore une autre réalité. Parce que dans ces liens du mariage, c'est beaucoup plus la responsabilité, c'est la consécration, c'est le sacrifice, c'est beaucoup de choses ensemble. Et puis, on n'investit pas à l'effet, on investit de façon durable. Donc, lorsque je sais qu'une fois dans les liens du mariage, la vie que je mène avec l'autre, c'est une vie sujette à tout le temps des dépenses à faire à l'hôpital, où l'investissement que je suis en train de faire sur cet enfant, ce n'est pas un investissement à long terme, parce que peut-être d'ici 20, 25 ans ou plus ça, il va être appelé à mourir ou bien traîner des maladies chroniques. Donc, du coup, on se dit, mais est-ce que ça aurait valu la peine? Parce que là, on se rend compte que
l'amour, c'est-à-dire est épargné de tout. C'est-à-dire à un moment donné, tout ce qui constitue les sensations, je n'arrive pas à dormir sans toi, on se rend compte que c'est déjà passé cette étape-là. C'est l'état où vraiment c'est beaucoup plus de responsabilité, où il faut regarder la réalité en face. Mais quel Maintenant, lorsque les gens sont déjà ensemble, avant de se rendre compte que, bon, là on ne parle plus des examens prénuptiaux. C'est vrai que c'est prénuptiaux parce qu'on parle de ça avant de se mettre ensemble. Maintenant, lorsque les gens sont déjà ensemble, avant de découvrir qu'il y a un mal chronique que l'autre porte, bon, là on est obligé de vivre dans ce qu'on appelle la vie où il faut vraiment accompagner l'autre dans sa situation de maladie. C'est des choses qu'on ne prévoit pas parfois, mais ça arrive. Donc quand c'est comme ça, vous êtes appelé quand même à vivre. Vous n'allez pas vous séparer une fois que vous êtes déjà, peut-être, je suppose que vous avez des enfants. Quand vous avez des enfants et vous vous séparez, c'est compliqué, tant pour l'un, pour l'autre, comme pour les enfants. Parce que l'enfant est appelé à évoluer dans le couple qu'il a mis ensemble. Vous voyez? Donc c'est là qu'il faut vraiment nuancer. Sinon, si c'est avant, moi, je conseille souvent aux gens de se séparer. Mais s'ils s'entendent, bon, on dit que le cœur a ses raisons, que la raison ignore, mais c'est purement de la folie. Parce que je connais beaucoup de couples, l'invité et le docteur là avait donné le cas de son neveu. Moi, j'ai le cas d'une sœur à moi, et puis j'ai aussi le cas d'un couple ami, où ils vivent avec des enfants malades. Je suis près de 7 enfants, près de 3 ou 4 sont partis, parce qu'à un moment donné, ça n'allait pas. La santé des enfants. Donc vous voyez, bon, c'est vrai que ce couple m'a dit non, au fait, nous on ne savait pas ça au départ, on avait déjà commencé par faire des enfants avant, et c'est à partir du 3e enfant, parce que les deux sont AS, et le premier, ils ont eu la grâce d'avoir un AS, le second, ils ont eu un AA, je crois. Et puis à partir du 3e, c'était déjà SS. Vous voyez, donc du coup, bon, les enfants qui ont commencé par naître après, parce que ça, quand on ne peut pas faire des examens après, on finit par trouver que c'est une tante qui ne voulait pas de la chose, qui est rentrée dans la sorcellerie, ou que c'est peut-être la grand-mère ou le beau-père qui ne voulait pas du l'union, qui allait manger l'enfant. Mais aujourd'hui, avec la science, c'est tellement évolué que ces examens peuvent être faits avant. D'accord. Justement, je ne vous arrête pas en parlant de sorcellerie. Il y a un des messages qu'on a reçu, un message du docteur Romuald Boton, qui est pédiatre, qui nous dit « Ça me rappelle une histoire que j'ai vécue le mois passé. Un papa rentre dans mon bureau avec sa fille de 8 ans avec les propos suivants. Docteur, ma fille a été traitée il y a 2 semaines et elle retombe encore malade. Je suis venu vous voir parce qu'on m'a dit que vous traitez bien. Mais je voudrais vous informer que ce n'est pas une maladie de l'hôpital parce que j'ai déjà fait des démarches auprès des devins et charlatans. Ils m'ont désigné l'oncle et la tante qui sont à l'origine de mes malheurs parce que j'ai perdu 2 enfants en moins d'1 an et celle-ci semble vouloir prendre le même chemin. Je voudrais juste vous la confier pour la partie médicale du traitement, mais la deuxième partie se fera au village où toutes les dispositions nécessaires sur le spirituel sont en train d'être prises. Je suis ébahi. C'est le docteur qui continue. Je suis ébahi et je lui pose une seule question. Tu as fait l'électrophorèse de l'hémoglobine. Il me regarde comme un serpent perdu et répond non. Résultat des bilans, lui-même AS et sa femme AS et la petite SS. Je lui ai gentiment dit de laisser l'oncle et la tante et même de leur envoyer un cadeau pour se faire pardonner, de les avoir accusés injustement et que les 2 enfants décédés étaient sûrement drépanocytaires et mal suivis. Donc, chers parents, je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas, mais éliminez les évidences avant d'attaquer vos parents du village. Mais dans le même temps, on va revenir en plateau, dans le même temps, monsieur Maoussi, est-ce qu'il n'y a pas ces cas-là où on dit, je crois qu'on a même un message qui l'atteste, où on dit vous n'êtes pas compatible, la médecine prouve que vous n'êtes pas compatible, mais avec les examens, bon, je ne dirais pas examens, mais la médecine traditionnelle, vous concevez avec cette femme, la médecine dit vous ne pouvez pas concevoir, mais avec les traitements, vous concevez. Est-ce que là, ce n'est pas une chance de lutter ensemble, de ne pas se séparer et de faire les traitements en dehors de la médecine moderne qui a échoué peut-être? Là, vous abordez un cas précis. Le cas de 2 couples, en fait, d'un couple qui a ce qu'on appelle le désir d'enfant, le désir d'avoir de la progéniture. Et en ce moment-là, ils ont fait les examens et ils se sont rendus compte qu'on leur a prédit la catastrophe, on leur a prédit un destin
malheureux, un destin improductif en matière de progéniture. Je puis vous dire, l'homme que vous avez devant vous est un exemple parfait. N'est-ce pas? Lorsque ma fille est née, dans mon quartier, je suis à Drabord, à 25 km au nord-ouest de Cotonou, il y a une dame qui est venue pour s'assurer que l'enfant était de moi. Et pourquoi? Il y a mon ex qui s'est posé la question si la fille était de moi. Parce que simplement, sur le parcours, j'avais fait des examens et je n'avais pas forcément... je n'étais pas préoccupé par la progéniture. Je me consacrais à mes études, mon doctorat, mes masters et tout. Et avec beaucoup de recul, je me suis rendu compte que il y a la médecine moderne, il y a la médecine traditionnelle, mais il y a après tout la médecine divine. Parce que vous faites des examens, parfois on ne vous trouve rien, parfois on vous trouve des choses. Je peux vous dire, en 2015, je revenais de l'Afrique du Sud, j'ai pris peur. Et mon jeune frère que j'ai cité tout à l'heure m'a dit, grand frère, fais attention, parce que si éventuellement une fille t'amène une grossesse, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que la grossesse n'est pas de toi. Donc il faut faire attention. Ce qui s'est passé, c'est que chaque être humain, homme ou femme, en venant dans ce monde, est prédisposé à avoir des enfants, un certain nombre, ça peut être 1 ou 2 ou plus. Si sur le chemin, malheureusement, vous avez connu des cas d'avortement avérés, ce pourrait être le seul enfant que vous irez avoir que vous avez déjà essayé d'avorter. Et ce qui me dérangeait à l'époque, c'était que des gens disaient à chaque fois, est-ce que vous avez fait un avortement? Moi, je ne connaissais pas ça. Parce que vous attendiez cet enfant-là, mais vous ne l'avez jamais. Aucune femme n'est venue me dire je suis enceinte de moi. Et ça m'a fait réfléchir. Mais fait beaucoup de recul aujourd'hui, je peux vous dire que c'est des phénomènes qui existent. Et on peut chercher dans la médecine moderne, ça peut ne pas marcher. On peut chercher dans la médecine traditionnelle, ça peut ne pas marcher. Et c'est finalement ce qui paye, c'est la voie royale de la patience. D'accord. La voie royale de la patience, c'est, vous avez fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et au bout peut-être de 18 ans, c'est arrivé ici, la dame a fait 5 enfants. 4 ou 5. Vraiment. Elle a fait au moins quadruplé, je me rappelle bien. Et c'est un couple qui, pendant plus de 18 ans, a cherché. Et parfois, ils n'avaient pas d'explications. Parfois, ils avaient des explications. D'accord. Et pour terminer, j'ai une sœur dont l'aîné a 11 ans. Et elle me racontait il n'y a pas une semaine, c'est l'occasion vraiment que j'ai vu le deuxième garçon qui a moins de 2 ans. Et elle me disait, au fond, tu sais, moi, je n'ai pas fait de contraception. Mon mari, on est allé à l'hôpital et le mari a dit, moi, je ne fais pas l'examen de spermogramme et autres. On en était là quand, spontanément, et je dirais naturellement, le deuxième enfant est venu 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. D'accord. Donc, quelque part, il y a l'aspect il y a un aspect ou divin qui nous dépasse. Madame Betoro, est-ce que cela, on va en tenir compte lorsqu'il s'agit des incompatibilités ou pas? Parce que certains messages qu'on va lire tout à l'heure, les gens estiment, certains internautes estiment que oui, il faut tenir compte de nos réalités au Bénin et que ces incompatibilités pourraient peut-être être provoquées. Donc, il faut se concentrer sur le FA, par exemple. Ce que moi je veux dire, ce dont on parle aujourd'hui, ce n'est ni par rapport au Bénin, ni par rapport à l'Afrique, ni par rapport c'est un problème mondial. Nous parlons des examens prénuptiaux, c'est-à-dire ce qu'il faut faire quand on veut se marier. Donc, peu importe l'avancée de la médecine traditionnelle, peu importe votre foi, parce que je parle de la foi, écoutez, il ne faut pas chercher le malheur. Il faut pas envisager le malheur pour dire je vais me baser ou bien je vais me retourner vers ma foi. Il faut éviter les conditions. Je dis, quand vous voulez vous marier, même avant d'aller au mariage, en tant qu'être humain,
vous pouvez être là, debout, excusez-moi, Jennifer, que ça n'arrive pas, bien portante, mais vous allez faire des analyses, vous allez faire des examens, on va vous déceler des maladies pas possibles. On peut être normal, on peut paraître normal, mais être porteur de maladies. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Si vous avez la chance, si la médecine nous accorde la chance de savoir ce qui nous attend, c'est une manière de prédire l'avenir. Si vous avez on va chez les charlatans, d'autres vont chez les charlatans pour savoir ce que leur réserve l'avenir, etc. Mais c'est une manière simple que Dieu a mis à notre disposition pour savoir si nous pouvons rester ensemble ou pas. Et si nous faisons les démarches et que nous nous rendons compte qu'il y a vraiment 75% de cas de ne pas pouvoir jouir des bienfaits d'un bonheur quelconque de ce mariage, pourquoi s'entêter? Il n'y a pas à s'entêter. C'est vrai que l'amour est difficile. Dans ce cas, l'amour est difficile, je suis d'accord. Mais c'est comme je le dis, il faut être réaliste. Si c'est avant le mariage, l'invité au téléphone l'a déjà dit, le mieux c'est de se séparer. Forcément que quelque part, il y a quelqu'un qui vous apportera un bonheur. Peut-être que vous êtes AS et vous allez trouver un AA qui va vous sauver et l'autre aussi va trouver un AA où ça serait plus facile que de vouloir se mettre AS pour créer. Parce que vous créez des difficultés à l'enfant qui va naître. Et à la société. Vous ne pensez pas à l'enfant qui va naître en ce moment-là. Parce que vous pensez à votre propre plaisir, à votre propre bonheur. Vous devez rester avec cet homme-là. Mais l'enfant qui va naître, ce que l'enfant va endurer, vous pensez que être dépendant, c'est facile? Pendant que tes camarades sont à l'école, toi, tu fais le tour des hôpitaux. Pendant que tes camarades peuvent jouer, toi, tu es là. Tu ne peux pas être... C'est toi qui fais des crises à longueur de... Mais si vous pensez réellement à l'avenir de cet enfant que vous voulez mettre au monde, je pense que le mieux, c'est d'éviter et de chercher quand même à mettre un enfant sain, plus ou moins au monde. D'accord. Excusez-moi de revenir sur vos propos. Nous avons certaines personnes qui croient dur comme fer que cette réalité spirituelle n'est pas à mettre de côté. Nous avons un message, par exemple, de Aimé Tchefa qui nous dit nous sommes en Afrique, suite aux explications de Dr Romuald Boton, il faut savoir considérer les faits avec circonspection. Même dans la Bible, Dieu reconnaît les valeurs de la technologie, c'est-à-dire de la médecine moderne. Même dans la Bible. C'est dans quel chapitre déjà? C'est vrai. Ça existe. Ce que je dis, ce n'est pas que... il y a forcément un passage de la Bible qui nous dit qu'avant d'attendre que Dieu agisse, il va falloir que nous-mêmes nous lui présentons un corps sain. Et c'est ça, en fait. Si vous voulez que Dieu agisse pendant que vous sachiez que vous n'avez pas la chance de procréer ou bien que vous avez la forte chance de faire des enfants SS, vous pensez que Dieu va descendre pour venir? Je vais revenir sur ce que le docteur Aimé Tchefa a dit et on donne un exemple précis. Vous savez, nous sommes en société africaine et parfois, il y a ce qu'on appelle le mauvais œil. Parfois, vous êtes dans un milieu, et moi j'ai eu la chance de faire le village longtemps, et j'ai pu observer récemment, si une femme dans son milieu, les gens estiment que le mari qu'elle a trouvé est un bon mari, quand même elle a fait des enfants, à un moment donné, elle peut le plus concevoir tout de suite, parce qu'on cherche à mettre un élément qui va permettre à son mari d'aller trouver une autre femme dehors. Est-ce qu'on peut mettre dans cette femme-là, est-ce qu'on peut provoquer par exemple incompatibilité de résus? Oui. Non, moi jusque-là, justement, jusque-là j'évite de parler de résus parce que les facteurs dirimants ou empêchants sont multiples. Sont complexes. Donc il y a des cas de stérilité primaire ou secondaire et tout ça. Il y a des cas de compatibilité de résus et des tests d'électrophorèse. Il y a beaucoup de cas. Le cas que je maîtrise, c'est le cas où la dame a fait d'enfants, un ou deux enfants. Mais le mari veut encore d'autres enfants. Mais parce qu'ils sont dans un milieu où les yeux sont braqués sur eux, les gens du milieu estimant que le mari est bien placé, ça peut suffire à retarder la fécondité de la femme. Mais pourquoi? Je crois que c'est la fin peut-être de l'intervention de Dr Boton qu'elle a lu tantôt où il dit avant de penser à la sorcellerie et autres, il faut essayer de baliser le terrain de la médecine. Je peux vous dire, tous les examens ont été faits et heureusement pour ce couple, ils étaient même à 2 doigts de faire la procréation assistée, la PMA. Mais ils se sont rendus compte qu'en réalité, le milieu était miné. Et là, nous sommes en Afrique. Et ça existe. Donc, il faut tenir forcément compte de notre contexte. Il faut parfois, quand vous vous mettez en couple, il faut voir là où vous voulez vous habiter. D'accord. Nous allons demander rapidement l'avis du conseiller matrimonial qui a suivi toutes ces interventions. Nous avons certaines personnes qui estiment qu'il ne faut pas occulter le volet spirituel de la chose, Monsieur Roubata.
Est-ce que vous pouvez désactiver votre haut-parleur, s'il vous plaît? Ah, ok. Voilà. C'est bon maintenant? Oui, c'est très bon. Voilà. Donc, je disais que le volet spirituel aussi n'est pas occulté. Parce que quoi qu'on dise, lorsque, par exemple, ça se passe au niveau des enfants, lorsque je suppose que j'ai l'habitude de dire aux gens, lorsque, par exemple, vous sentez que l'enfant est malade, et puis vous allez aux soins, vous revenez, et que malgré tout, la situation perdue, s'il y a une chose qu'il faut attaquer systématiquement, c'est la prière. Il faut prier, besoin même demander l'avis d'un expert en la matière pour qu'il puisse vraiment suivre l'enfant dans la prière. Ça dit d'une manière ou d'une autre, Dieu finit toujours par révéler peut-être des choses cachées. Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude d'aller chez les devins, d'une manière ou d'une autre, ils consultent. Et puis, s'il y a quelque chose qu'on peut leur dire, il ne faut rien perdre de vue. Mais avant d'ouvrir la bouche pour dire ça vient de telle chose, il faudrait d'abord avoir les résultats cliniques d'un diagnostic. D'accord. Ouais. Donc ça, là, c'est fondamental. Ok, donc il ne faut pas négliger les résultats cliniques et se consacrer uniquement à la prière au phare, par exemple. Non, 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 il ne faut pas. C'est obligatoire. Parce qu'en réalité, sur quelle base maintenant? Bon, ceux-là, par exemple, qui vont juste consulter et dire, bon, est-ce que l'homme-là sera l'homme de ma vie? Même si le devin leur dit, ou le pasteur ou le prêtre leur dit, c'est l'homme de ta vie, là. Ils n'ont qu'à aller aussi faire les examens cliniques pour voir s'il y aura compatibilité. Parce que à quoi ça va servir que tu te bases sur l'avis, je vais dire divin ou je ne sais pas quoi, et puis tu négliges l'aspect clinique. D'accord. Parce qu'en réalité, avant de pouvoir régler le problème qui est là en présence de vous, il faudra aussi tenir compte de ce que la science nous apporte. C'est ça. Donc, si la science fait le diagnostic et ne trouve rien, et que les symptômes perdus, ou bien la situation perdue, là, on va chercher la solution au niveau spirituel. Mais se camoufler sur l'aspect spirituel seulement et négliger l'aspect clinique, c'est ça qui est vraiment déconseillé. Ou bien se focaliser sur l'aspect clinique seul et ne pas tenir compte aussi de l'aspect spirituel, c'est aussi vraiment déconseillé. Donc, voilà pourquoi il faut jubiler les deux pour que vous soyez tranquille. Mais que faire, hein? Que faire, monsieur Roubata, quand la médecine moderne dit c'est pas possible et que la médecine traditionnelle dit c'est possible, que c'est la sorcellerie? Que faire alors? Oui, mais il faut rester ensemble? Non, mais si la médecine spirituelle dit que c'est la sorcellerie, il y a aussi une solution pour ça. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont spécialisés dans ce domaine. Ils peuvent aussi intervenir. Non, je pense que tant qu'il s'agit des hommes, il y a toujours des solutions. Absolument. D'accord. Ouais. On va vous retrouver tout à l'heure, hein, mesdames et messieurs. Nous allons vous demander, avant d'en venir à nouveau au débat, de suivre l'avis des citoyens. On les a également interrogés de l'autre côté, je crois bien, à Cotonou précisément. Oui, et c'est une voix sport qui a été réalisée par quelqu'un sur ce plateau, justement. Mesdames et messieurs, on s'y revient. Les analyses sont très très importantes. Si au début on peut le faire et savoir à quoi s'attendre, ce serait très bon. Surtout pour les cas de drépanocytose, c'est ça qui crée même trop de soucis. Si on ne sait pas faire, c'est ça qui ruine même les couples après avoir enfanté. S'associer pour former des couples, c'est pour un objectif, c'est-à-dire de laisser des progénitures en réalité. Ces analyses aussi nous aident beaucoup. On prend par exemple qu'il y a des groupes sanguins qui ne doivent pas rester ensemble. Ça là, je vois que ça peut créer de dommages. À des moments donnés, ça peut même empêcher même d'avoir d'enfants pour ceux-là, ce couple-là. Moi je pense que dans ce cas-ci, les chercheurs pourront essayer de nous voir un peu ce côté. Si la recherche que ceux-là vont mener donne un résultat qui pourront rester ensemble, moi je vois que c'est possible, n'empêche. Il y a certains couples qui ne font pas ces analyses, puis on constate beaucoup de morts. S'ils font des accouchements, les enfants ne subsistent plus. Il y a beaucoup de morts, mais ici, de nos jours maintenant, il y a la technologie qui est développée. Si tu fais ces analyses, au préalable, on te dit vous n'êtes pas compatible ou bien vous êtes compatible. Mais moi, je trouve que c'est une bonne initiative aussi. On doit en tenir compte et respecter. Toi et moi, on est ensemble. Et tu vois, voilà que nous nous aimons. Et on est tous allés pour faire les analyses. Et voilà que
nous ne sommes pas compatibles, il faudrait que chacun voit la réalité en face. Donc, tu peux aller aussi chercher ton conjoint, ta conjointe quelque part pour éviter les problèmes. Le problème, c'est que après les examens, si on vous dit que vous n'êtes pas compatible, c'est mieux de vous séparer que de vous créer des problèmes dans le futur. Parce que vous pourriez vous marier et vous avez fait des enfants. Aujourd'hui, c'est à l'hôpital, demain, c'est à l'hôpital. Ça ne vous arrange pas. Le mieux, c'est de se séparer. Chacun prend son chemin et Dieu fera le reste. Si nous voyons que nous ne sommes pas compatibles, la meilleure possibilité, c'est de se séparer. Maintenant, pour autre moyen, il faut envisager ensemble l'adoption des enfants. Si l'analyse révèle que les couples ne sont pas compatibles, il n'y a pas... La technologie est développée, soit tu cherches un autre conjoint carrément, soit là c'est un peu délicat. Parce qu'on parle aussi de l'amour. Toi tu vas dire, je ne veux pas laisser mon compagnon juste pour ça. Mais si tu vois la réalité des choses, et puis tu vois à long terme, tu dois mettre fin à cette relation. Jusqu'à présent, est-ce que la médecine est en train de faire quelque chose dans ce sens-là? Le mieux, c'est de rester quitte. Voilà leur avis, mesdames et messieurs. Madame Agbataro, vous en pensez quoi? Oui, je pense qu'ils sont allés un peu dans le même sens que nous. Il y en a qui ont dit que le mieux, c'est de se séparer et de remettre son sort à l'Éternel, qui va forcément vous trouver l'âme sœur. Parce que si c'était vraiment l'âme sœur, il n'y aurait pas cette mais le mariage n'est-il pas fait pour le meilleur et pour le pire? Écoutez, si vous avez la chance de découvrir qu'il y a un pire, il faut l'éviter. Aujourd'hui, c'est même plus bien de dire le meilleur, le pire. Vous voyez sur les cas de mariage, c'est pour le meilleur, qui personne ne veut vivre le pire. Donc, si nous avons la chance d'éviter ce pire-là, c'est qu'il faut l'éviter. Et comme le disait tout à l'heure, je reviens sur l'intervention du conseiller matrimonial, il ne faut pas oublier effectivement l'aspect spirituel. Mais moi, je dirais beaucoup plus que l'aspect spirituel, c'est pour un accompagnement. C'est-à-dire qu'on a déjà respecté les résultats de la technologie sur le plan moderne. Si on a les résultats et qu'on sait que, bon, on ne peut pas, maintenant on s'est séparés, on demande, on implore l'Éternel, voilà. Pour ceux qui croient en Dieu, notre âme sœur maintenant. Selon la confession religieuse, de nous aider à trouver l'âme sœur. Ça, l'accompagnement spirituel dans ce cas, d'accord. Mais rester là et se focaliser sur le fait que c'est une sorcière ou bien une tante et pas de revers les résultats de la science, je pense que pour le 21e siècle où nous sommes aujourd'hui, il faut vraiment éviter ça. Il faut voir les choses en face et éviter les problèmes. Nous allons prendre également l'avis du docteur Maoussi. Vous avez suivi la Vox Populi. Quelle réaction vous avez? Non, vous savez, ce qui me préoccupe parfois des Vox Populi, c'est que ceux qui interviennent avec leurs affects, leurs expériences et leurs vécus. Absolument. Mais le sujet dont nous débattons, moi j'ai vu plusieurs aspects. J'aurais souhaité qu'on puisse prendre un aspect sur, par exemple, la question des fécondité primaire, stérilité primaire ou autre. Oui, tout ça entre en compte. Sur l'aspect aussi peut-être des trucs de compatibilité électrophorèse et autres, et les aspects liés aux phénomènes paranormaux liés à la spiritualité. Malheureusement, c'est 45 minutes pour tout ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des cas où vous faites les examens prénuptiaux, ça ne révèle là rien d'anormal. D'accord. J'ai mon parrain, j'ai une connaissance. Ils se sont mariés avant moi, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas d'enfants. Et pourtant, la médecine moderne n'a rien trouvé. Et dans un premier temps, la femme est tombée enceinte, mais la grossesse est partie. Il y a, dans tout ce que nous disons, moi j'ai fait mes recherches, il y a parfois en Afrique 25 à 30% de causes non élucidées. D'accord. Et vous ne savez pas pourquoi, dans le cas précis des stérilités primaires et secondaires, tout ce qu'on veut, quand on dit c'est parce que peut-être ça peut être secondaire, quand la personne a fait peut-être un enfant, primaire quand ça n'a pas marché. Parce que ce que nous ne savons pas, dans le cas précis, il y a des processus que je vais vous rappeler rapidement. Vous partez de camaraderie, vous faites votre copinage, vous faites l'amitié, vous faites les fiançailles, vous faites le mariage. 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 étapes-là, parfois aujourd'hui les gens brûlent. Oui, absolument. Et je le disais généralement depuis peut-être 15-20 ans,
on peut accélérer, mais on ne brûle pas les étapes. D'accord. Quand vous avez fini tout ça, camaraderie, peut-être que vous êtes... vous ne pouvez plus vous retrouver face à cette difficulté. Vous avez fait tout ça, je vous dis. Vous avez fait tout ça. Au niveau des fiançailles, vous faites les examens prénuptiaux, vous vous mariez, et maintenant, vous n'avez pas la progéniture. Okay. Ça, c'est un cas d'école. Comment vous faites? Comment vous faites? Ce n'est pas qu'il y a une compatibilité d'électrophorèse. Vous faites tout. Vous avez fait l'examen et aujourd'hui... Peut-être que là, c'est pourquoi je dis l'exemple qu'ils étaient en train de donner. Justement, c'est pourquoi je dis l'exemple que les gens ont donné dans le Vox Populi. Ce n'était pas absolu. En ce moment-là, comme l'a dit quelque chose, je crois, il a relativisé, vous faites l'adoption. Parce qu'on ne se met pas ensemble. Dès qu'on a fait toutes les étapes, on a fait des examens. Mais pourquoi faire l'adoption si vous savez que Dieu vous a donné votre âme sœur quelque part? Vous faites l'adoption. Vous faites l'adoption. On ne commence pas à partir du mariage. Vous faites l'adoption. Vous avez une vie spirituelle avant le mariage. Donc, si vous ne devez pas être confronté à ces cas de désespoir et autres, c'est depuis votre bas âge que vous préparez. Ça dépend de votre confession religieuse. Ce n'est pas quand on veut se marier, qu'on dit maintenant, bon, je vais me marier demain, aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu ou bien je deviens enfant de Dieu. Mais peut-être que cet aspect échappe, vous restez spirituel, mais une fois dans le mariage, vous vous dites tout va bien, mais c'est lorsque vous commencez à vous poser des questions maintenant qu'on vous informe qu'il y a un problème là. Vous vivez mal votre vie spirituelle parce que quand vous êtes seul et que vous avez une vie spirituelle et vous vous mettez à deux, c'est que c'est un autre combat qui commence. Et donc, Madame Betoro, je crois on est en train de lire des messages déjà, mais on va prendre le temps de nous concentrer un peu sur les messages des internautes avant de poursuivre, sinon de conclure. Et déjà, le tout premier qui dit salut à tous, je me demande bien ce qui guide les sujets sur lesquels nous sommes appelés à réagir ces temps dans l'émission d'Opindena. Pour ma part, la grande question des examens prénuptiaux doit même relever des enseignements au collège. Ah ben voilà, des séances d'éducation sociale dans les communautés, des premières discussions parents et enfants à certains moments de la vie. Fondamentalement, il est d'abord question d'évaluer la comptabilité, la compatibilité, clinique des aspirants à une vie de couple. Donc, je ne parlerai pas au sens précis du terme mariage, mais plutôt d'une disposition plus large, incluant toute union ou vie de couple. Si nous admettons que ces examens nous permettent d'avoir une projection sur les difficultés cliniques, souvent source de nombreux conflits et d'instabilité dans la vie à deux, notre choix ou notre position vis-à-vis de ces prémices devrait être d'office tranché. Docteur Romuald Botton qui dit « Je vais commencer par ma citation ratangaise célèbre. Vous avez parlé de prénuptiaux, n'est-ce pas? Moi, je vais plus loin en disant « Quand vous sentez qu'une relation devient un peu sérieuse, avant de coudre pain complet pour faire le tour des salles de fête pour montrer que vous êtes en couple, allez-y faire un bilan pour les raisons suivantes. Incompatibilité rhésus. Voici une maman de rhésus négatif qui garde un fœtus de rhésus positif dans son ventre jusqu'à l'accouchement. On dit qu'il faut faire un sérum anti-D et l'ami qui a enceinté commence par gratter la tête que lui ne savait pas que sa femme était rhésus négative. Mon frère, au 21e siècle, avec tout ce qu'on a mis comme technologie à disposition, tu ne connais pas rhésus d'enfant des gens et tu mets fœtus dans leur ventre. Faut te conseiller. Deuxième point, hépatite B. Voici une maladie méchante, sournoise et dangereuse. Si tu le vois, mais il te massacre en silence. Tu fais le bilan et bim, tu tombes dessus. Tu dois non seulement protéger ton partenaire si tu es en phase active, mais encore et surtout le futur bébé dès la naissance. C'est parce que vous ne faites pas les bilans de l'hépatite que le gouvernement a décidé de faire le vaccin hépatite B dès la naissance. Mais cela ne suffit pas si la maman est positive et en phase active, il faut ajouter le sérum. Troisième point qu'il aborde, le VIH. Quand tu lis ça, toi-même, ton cœur fait façon pour rigoler. Tout le monde a peur de lui. A peur de lui plus que la Covid, mais personne ne le voit. Surtout que la thérapeutique est au point et on connaît plus les séropositifs. On les reconnaît plus les séropositifs, L'acte sexuel avant de donner un enfant étant un acte de responsabilité, il faut faire le bilan, ton bilan VIH avec ton conjoint
Et si quelqu'un parmi vous est positif et que l'amour est plus fort que le positif, vous pouvez rester ensemble et on vous donnera les conseils pour que vous vivez sereinement votre vie de couple et surtout protéger le nouveau-né qui n'est pas responsable de votre séropositivité. Il continue en disant la drépanocytose. Grand frère Léon, bonjour. Bonjour avec tous mes respects parce que lui là, on s'amuse avec lui, c'est génétique. Donc, cela devrait faire partie de la dot. Tu as un électrophorèse bizarre, pardon, ne va pas chercher ton ami bizarre. Et puis, vous allez donner un enfant suceur de sang, donc, qui est anémié en permanence et qui est à l'hôpital tous les jours et qui finit votre argent. Je vais terminer en disant que c'est les gens qui n'aiment pas faire bilan avant de commencer à rentrer dans relations sérieuses. C'est eux qui se retrouvent des années plus tard avec des enfants de quelqu'un d'autre sous ton toit parce que l'enfant est complètement grand, voire même étudiant sur le campus et puis tu fais simple groupe sanguin, affaire gâtée. Papa est à l'est, maman est à l'ouest et le petit Ratanga est au nord. Bienvenue au Ratanga. Docteur Choco a fini. Si vous ne faites pas bilan avant même de mettre enfant dans votre ventre, assumez pleinement les conséquences de vos actes. Je suis fatiguée d'entendre, je suis surpris. C'était Halloween, tu préparais ou quoi? Mais voilà, il le dit dans un français un peu terre à terre qui nous est compliqué à lire parfois. Et puis Amour Romari qui donne un exemple ici. Je me rappelle de l'histoire d'un ami prêtre, éminent prêtre de l'église catholique qui est né dans une famille polygame. Son père était AS et sa maman aussi AS. Ils n'ont pas eu la chance de connaître ce qu'on appelle les examens prénuptiaux. Avec sa mère, son père a eu 4 ou 5 enfants. Les enfants avaient tous pris la forme SS de drépanocytose et tout le temps, ils sont malades. La première épouse du père de l'ami prêtre étant AA, elle avait aussi 4 enfants, et aucun de ces enfants ne tombèrent malades comme le côté du prêtre. À partir d'un moment donné de leur vie, le prêtre perdait pratiquement chaque année ou 2 ans au plus ses frères germains l'un après l'autre jusqu'à ce qu'il ne restait que lui. Tous les soupçons étaient d'abord dans le cercle familial une question de sorcellerie et la première épouse était pointée du doigt. Certaines sources pouvaient même indexer la maman même comme la sorcière qui gérait elle-même ses enfants. Mais le prêtre, lui, pour avoir eu la chance à un moment de suivre des examens, cela va l'amener à comprendre ce qui se passe. Ce qui se passait même après tout le bruit et les problèmes familiaux que ces situations de décès ont créés. Je présente juste comme ça pour que nous apercevons de façon pratique tout ce qui en est. Mais voilà, et puis un intervenant qui dit nous sommes en Afrique, il faut savoir considérer voilà, les faits avec circonspection. Oui, bien sûr, mais beaucoup de gens souffrent aussi par ignorance. Oui. Mais voilà, il y a l'aspect ignorance qui est également là. Beaucoup ne savent pas qu'il y a les examens prénuptiaux qu'il faut réaliser. Peut-être là, agir sur la communication. Monsieur Charles Roubata, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous donner un avis tranché sur le sujet? Les examens des recommandations, si vous voulez. Les examens prénuptiaux, une obligation avant de se dire oui. Monsieur Roubata. Oui, je disais que ça, c'est pas discuter. Parce que le temps est révolu, on dit, bon, on ira prendre une femme pour toi au village et venir te la mettre au cou. Nous sommes à une époque où chacun choisit en fonction de ses attentes et des objectifs qu'il veut atteindre. Donc, c'est comme toute entreprise qu'on veut mettre en place, on prend la peine de faire l'étude du marché et d'investir les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces avant de s'engager. D'accord. Donc, les examens prénuptiaux sont capitaux avant de s'engager. Donc, il n'y a pas à réfléchir autour, il n'y a pas à voir le cœur. Non, au-delà du cœur, il y a ce qu'on aura toute une vie à assumer et à endurer. Voilà. Donc, du coup, il faut vraiment les faire. C'est d'abord bon pour soi, pour le conjoint, tant pour les deux familles que pour la postérité qu'on aura à avoir.
On peut dire là que le conseiller matrimonial ne conseillera personne et a dit oui, continuez, engagez-vous, Dieu fera. Jamais. Jamais. Madame, merci beaucoup, pour conclure. Oui, je pense que déjà, il a tout dit. Je vais compléter qu'il faut au-delà des examens même prénuptiaux, les examens de naissance. Vous savez, c'est la responsabilité des parents. Parce que la vie, c'est une continuité. Quand vous mettez au monde un enfant, il y a des analyses, il y a des vaccinations à faire. Et donc, quand vous ratez déjà la base, soyez sûr que quelque part, vous n'aurez pas le film de votre vie sanitaire. Et vous allez vous retrouver face à des conséquences pareilles. Parce qu'un enfant qui, déjà dès la naissance, sait qu'il est AS ou bien SS, doit savoir dans le choix de son conjoint. Il y a des enfants qui ne le savent même pas. Et ils vont choisir un conjoint. Donc, je pense que c'est la responsabilité de tout un chacun et des parents et des jeunes qui veulent s'engager ou de ceux qui sont déjà en couple même et de voir comment, de toutes les façons, ce qu'on prône, c'est la paix. Quand ça arrive, il faut jouer le jeu de tactique et puis on s'en sort. Donc il faut y aller, avoir peur, ne pas avoir peur de se séparer. Monsieur Masma aussi, pour terminer, vous allez être vraiment bref, très bref. Alors, voyager loin, mener sa monture. Et puis, fermer les yeux, s'engager est préjudiciable. Voilà, merci beaucoup. Et ce sera tout. C'est sur vos propos qu'on va prendre congé. Juste pour cette partie de notre intervention, mesdames et messieurs, dans votre, dans votre chambre à coucher. Mais, mesdames et messieurs, on va dire merci aux invités. Madame Machel Betoro, merci. Mère de famille, monsieur Maoussi Wenceslas, vous êtes chef de famille. Merci également à vous et merci au docteur Achal Orubata, conseiller matrimonial, pour son avis sur la thématique. Mesdames et messieurs, on vous retrouve juste après ceci. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions. Messieurs, on poursuit notre randonnée matinale. Tout de suite, Jennifer Sativi, on va faire zoom sur nos us et coutumes. Nous sommes au milieu Peul, nous allons découvrir une cérémonie particulière. Oui, enfin une pratique. Il s'agit des échanges. Il y a des échanges qui se font de manière assez peu commune, en tout cas, chez les Peuls. Mesdames et messieurs, on suit ensemble. En langue, on appelle ça bata. C'est-à-dire que lorsque j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des filles comme des garçons, et quand je veux marier mon garçon à quelqu'un d'une autre famille, je peux donner en échange mon garçon à cette famille-là qui, elle, me donne une fille pour mon garçon. Donc, c'est une sorte d'échange en quelque sorte. Ça fait que quand vous avez par exemple rien que des garçons, alors ça vous permet de faire des échanges. Par exemple, vous avez 2 garçons chez vous, quelqu'un lui a 2 filles, qu'est-ce que je fais? Je dis bon, écoutez, mon garçon épouse votre fille, mais en échange, l'une de vos filles épouse l'un de mes garçons. C'est moins pour consolider les liens que pour un certain équilibre. Parce que dans le domaine du mariage, celui qui a la fille, c'est lui qui est considéré en train de donner quelque chose. Celui qui a le garçon, lui reçoit. Est-ce que vous voyez? Donc, donner, recevoir. Celui qui a une fille, c'est lui qui donne. Mais celui qui a un garçon, lui, il reçoit. Alors, si je suppose que vous n'avez que des filles, donc vous ne resterez pas là qu'à donner. Il faut que vous receviez aussi. Si vous n'avez que garçons, vous ne resterez pas là à recevoir uniquement. Alors, ça fait que lorsque vous donnez votre fille en mariage, pour la reconnaissance
de ce que vous avez donné une fille, l'autre peut vous donner aussi pour votre garçon. On peut dire que quelque part, c'est pour consolider les liens entre les deux familles, mais c'est beaucoup plus pour l'équilibre. Ceux qui s'opposent, ils trouvent que c'est malsain. Parce que j'ai donné, il faut donner aussi, c'est malsain. Parce que parfois, ça prend des allures de chantage. J'ai donné, tu en as, il faut que tu donnes. Mais ça va aussi au-delà, de la famille directe. Lorsque la famille à qui vous avez donné une fille en mariage a un jeune frère qui a aussi des enfants et qui donne aussi en mariage, c'est considéré aussi comme le bata. C'est-à-dire que c'est la même famille. Lorsque vous êtes surtout de même sexe et que, par exemple, le grand frère donne sa fille en mariage à votre enfant, le jeune frère peut également recevoir votre fille et c'est toujours dans le cadre du bata parce que vous les deux, ayant des enfants, vous êtes considérés comme étant de la même famille. Mesdames et messieurs, après donc us et coutumes, nous allons suivre à présent le prénom africain. Au niveau des femmes qui ont des enfants, vous allez voir par exemple des enfants qui s'appellent Messan. Des enfants qui s'appellent Messan, ça veut dire quoi? Ça veut dire le troisième garçon successif d'une femme. C'est-à-dire le premier c'est un garçon, le second c'est un garçon, le troisième c'est un garçon. Le troisième directement, il s'appelle Messan. Moi par exemple, je m'appelle Messan. Donc je suis le troisième garçon de maman. C'est des enfants très têtus, très têtus. J'ai demandé, je ne sais pas pourquoi. Moi, je m'appelle Messan, je reconnais que je suis têtu. Ça, je le reconnais. Maintenant, j'ai demandé, je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais l'expliquer. Mais on m'a dit que c'est comme ça. Et tous les Messans que je connais, c'est des gens super têtus. C'est que le comportement d'ordre général, ou bien et le comportement, je dirais, commun des Messans, c'est ça. Ils sont têtus. Moi, j'ai un défaut. Quand je m'énerve, je suis violent. Super violent. Et j'ai un autre Messan que je connais chez moi là-bas. Quand il s'énerve, il est plus dangereux que moi. Donc j'ai fini par comprendre que, c'est-à-dire, notre comportement va même juste dans la violence, jusqu'à aller dans la violence. Jusqu'à basculer, j'allais dire, dans la violence. La troisième fille s'appelle Kai. Ils ont les mêmes qualités, les mêmes défauts. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Elles sont super têtues. Elles sont même plus têtues que les hommes. Ça, je ne sais pas. Peut-être que ce sont ces recherches que nous allons commencer peut-être à faire et comprendre pourquoi. Les cas que moi je connais, je parle de ceux que je connais au village. Elles sont négligentes, désordonnées, brouillons. Donc, elles sont négligentes en fait. Qualité qu'on leur reconnaît, je sais que j'ai commis l'erreur d'aller peut-être faire la cour un jour à une fille et après j'ai su qu'elle s'appelle Kaï. Je ne sais pas si c'est général, mais j'avoue, c'est une femme, quand elle vous aime, vous n'avez plus droit à aller ailleurs. C'est qu'elle se donne à fond. Elle se donne à fond. C'est elle seule, j'ai connu, ça passait chez elle, j'ai connu cette qualité. Et je ne saurais dire si c'est une qualité commune à ces femmes ou bien à ces filles qui portent ce prénom. Vous allez entendre des noms de famille Messans. Ça veut dire quoi? Que leur arrière-grand-père a été troisième garçon d'un
de son papa. Et là, il porte le nom. Et voilà, mesdames et messieurs, on était avec les Messins, avec Richard Messin Agbenoba, voilà, ressortissant de l'aide culturelle Mina, qui nous a fait découvrir son prénom. Jennifer Sativi, aujourd'hui, dans Capture, c'est vous qui vous en occupez toujours. On mange ou on... Non, aujourd'hui, on va découvrir une image, parce qu'on est samedi, on va découvrir une image et essayer de commenter. Et ce sera juste après le jingle, mesdames et messieurs. Alors, Jennifer a dit on ne va pas manger aujourd'hui. On va manger demain. Demain, on va manger. Mais avant demain, mesdames et messieurs, voici ce qu'elle nous propose dans Capture. Bon. Hein? Qu'est-ce que vous voyez? Kevin a deux passions. Le vélo et la drogue. En tout cas, les deux réunis, c'est ce que ça donne. Parce que, voilà, il est couché sur la chaussée. Carrément, hein? Parce qu'il est dessiné un symbole pour les motocyclistes, sûrement. Et puis, vu qu'il s'est drogué et qu'il n'est plus normal, il pensait avoir le vélo réel. Il s'est déshabillé, il s'est couché, il pédale dans sa tête, mais les passants ne voient pas ce que lui s'imagine, en tout cas. Ah, mais ce qui est sûr, c'est sa passion. Voilà, donc il faut éviter la drogue. Je crois que ce n'est pas une bonne passion, la drogue. Non, même les médecins vous le diront, ce n'est pas du tout bien. Sinon, voilà ce qu'on fait après. On ne se maîtrise plus là. En tout cas, et vous imaginez si c'était peut-être la nuit. Mais vous voyez tout ce qu'il y met, il est très sérieux quand même. Mais franchement, quoi, la destination à coup sûr. Bon, il est très concentré. Je suppose que quand l'effet de la drogue va lui passer, il va simplement où je suis. Descendre de sa moto. Dans l'espoir que les véhicules n'ont pas encore pris par là. Espérons, en tout cas. Non, mesdames et messieurs, l'excès en toute chose nuit. Encore que dans la drogue, il ne faut même pas en prendre pour parler de l'excès. Je suis absolument d'accord. La passion pour le vélo, d'accord. Mais pour la drogue... Mais pas le vélo dessiné quand même. Merci beaucoup, Jennifer, pour, je dirais, c'est de l'humour aussi. C'est de l'humour aussi, parce que je ne pense pas vraiment que quelqu'un pourrait faire ça. Mais c'est pas il ne faut pas écarter cette éventualité, hein, on ne sait jamais. Non, on ne le souhaite à personne, même aux toxicomanes, on ne le souhaite pas. Mesdames et messieurs, dans cette même lancée, nous allons recevoir notre humoriste pour encore rire, Pasteur Zane, juste après ceci. Et voilà, nous sommes avec Pasteur Zane, Jennifer. Une fois encore, on va rire. Il est de retour. Hein, il attendait là, il est revenu. J'espère que vous allez bien, Pasteur Zane. Non, super bien. Pas de souci. C'est vrai que dans la vie, il y a la concurrence partout. Hein, n'est-ce pas? Parce que même l'épidémie qu'on est en train de vivre, comme on appelle Covid, voilà. L'épidémie même est en concurrence. Ah bon, avec quoi? Avec Ebola, avec, comment on appelle... Bon, il y a eu la SARS. Chez nous, c'est Lassa, tu comprends? Parce que quand l'autre là est venu raviser la vedette à ça, les autres ont dit comment? Nous, on est encore là. Donc Ebola est revenu. Et tu vois, donc Ebola est en train de faire cette démonstration là où il a quitté. Il y a Lassa aussi qui s'apprête, toi. Donc en réalité, il y a concurrence. Concurrence épidémiologique. Oui, voilà. Donc on ne doit pas se négliger dans cette histoire-là. Parce que tout le monde a laissé les autres. Or, les autres existent. Tu vois, même SIDA aussi est en train de prendre de place. Absolument. Tu vois, donc voilà. Donc, réel, ce que vous dites. On ne doit pas négliger parce qu'il y a certaines personnes qui vont penser que c'est, comment on appelle, le Covid qui est en train de tuer. Oh, c'est là ça qui l'a tué. Il y a confusion dans les trucs. Donc voilà, donc vaccinez-vous, hein, vaccinez-vous. Donc c'est très important parce qu'on ne va pas se négliger. Tu vois. Et tellement de soucis où j'entends des choses à gauche, à droite. Moi, j'aime souvent rire du monde. Quand on parle de la violence, on frappe. Les gens ne voient que le côté où l'homme frappe la femme.
On ne voit pas le côté... Parce que la femme est parfois considérée comme un être sensible, fragile. Ça dit, la femme, vous êtes trop privilégiée. Tu vois, nous les hommes... C'est pas normal. Non, nous les hommes, on est le brouillon de Dieu, tu vois. Quand vous voulez, sérieusement, tu vois, quand vous voulez écrire quelque chose au propre, on fait d'abord brouillon. Absolument. Et maintenant, on recopie ce qui est là-bas sur une feuille maintenant très propre, tu comprends? Voilà, donc nous sommes d'accord avec vous. Je suis un homme aussi, donc nous sommes les brouillons de la femme. On vous privilégie. Personne ne voit le côté où la femme frappe l'homme. Mais peut-être parce qu'on se dit que c'est la nature qui équilibre les choses. Vous n'avez pas vécu ça. Je te dis, moi, j'ai dépassé ça. Moi, j'ai constaté que lorsque vous avez une femme forte, il faut être stratège. Comment? Les stratégies je vais vous dire une chose. Souvent, il y a des jours, des week-ends, la femme n'aime pas que son mari sorte. Tu comprends? Par exemple, moi, je suis un vagabond, je le reconnais. Tu comprends? Mais des fois, dans ça, je suis un professionnel. J'ai les astuces pour ça. Quelles sont ces astuces? Par exemple, un jour, voilà, ma femme m'a dit, bon, tu ne vas pas sortir parce que voilà, j'ai dit, moi, je vais sortir. Et voilà, je suis sorti. Comment? Je suis sorti de la maison, mais dès mon retour, voilà, personne ne veut ouvrir la porte. C'est clair. J'ai toqué, fatigué. J'avais mis la clé, mais ils ont mis la sérieux. Donc, il faut escalader. Tu comprends? Oui, il faut escalader. Mais les voisins, vous oui, justement. Moi, je ne l'ai pas fait, mais j'ai trouvé d'autres astuces. Tu comprends? Voilà, quand j'ai toqué, elle m'a dit... Retourne d'où tu viens. Et j'ai dit non, évidemment, c'est pour ta santé. Et je te demande simplement d'aller voir à côté de du lit. J'ai laissé un pantalon, il y a 2 préservatifs dedans. Envoie-moi, parce que ce que je veux faire là-bas, je dois le préserver. Je te dis, et quand j'ai dit ça, elle va vous ouvrir. Elle ouvre la porte et dit, Poli. Donc tu pensais que j'allais te laisser partir. J'ai dit voilà, tu vois, c'est stratégie. Tu vois, elle ouvre la porte, je suis rentré, elle dit rentre dedans. Tu vois. Non, on ne va pas prendre ce conseil là, le conseil d'infidèle là. C'est quoi infidèle, tu vois? C'est stratégique, tu vois. Et c'est bon, tu vois, qui va laisser son produit partir comme ça? Tu vois, tu vois, c'est-à-dire que tu es avec des femmes fortes. Il faut avoir des stratégies. Mais ça ne plaît pas, hein? Vous savez, la femme forte peut frapper. Quand elle ouvre la porte, ça peut arriver dans sa colère. Quand vous analysez les couples, allez à la violence coucou là. C'est quand vous avez fini, vous n'êtes pas inspiré. Avec une femme forte, il faut être inspiré. C'est-à-dire, c'est dopage, ça dépasse même la drogue. Je te dis la réalité. Sinon, la femme, même sans te gifler, elle va te frapper. N'est-ce pas? Femme forte. Non. Et il faut avoir des stratégies. Surtout que, vous savez, nous les Africains, on copie bêtement les Blancs. Tu vois. Et c'est pour ça, souvent, nos frères qui se marient avec... tu te mets à balayer, tu te mets à nettoyer les chiens. Mais c'est pour aider sa femme dans les tâches ménagères. Il faut laisser... C'est une souffrance non déclarée. Parce qu'actuellement, vous savez, les hommes que les femmes je vais vous dire une chose. Et je les respecte beaucoup. C'est un choix. C'est un choix. Ah, mais ce choix-là, vraiment... Bon, bref, c'est pour te dire que lorsque tu reviens chaque soir à la maison, ou bien ta femme revient, vous devez faire le bilan. Elle prend du plaisir à réciter tout ce qu'elle a fait dans la journée. Ouais, chérie, est-ce que tu sais que... Elle dit, et toi? Tu vois, si tu n'as rien fait, il faut inventer. Tu dois inventer quelque chose, vous dites, ouais. Surtout ne dis pas que j'ai passé le temps à boire. Parce que le budget, c'est très important, le budget. Elle va te réciter comment c'est a chuté, c'est a augmenté. Donc il faut lui dire ce qu'elle va aimer entendre. Bon, donc ça veut dire quoi? Il faut un cahier pour mentir. Ah bon? Oui, parce que ce que tu as dit le lundi, si tu es au chômage, tu ne fais rien, tu ne peux que... Le cahier peut vous tromper. Non, ne reviens plus sur ce que tu as dit le lundi, mardi. Même si tu fais, il faut modifier. Et l'autre semaine, tu vas revoir tout ce que tu as dit et recorriger les phrases. Ce cahier sera trouvé. Vous ne voyez pas que vous compliquez la vie, vous les hommes. Non, au fait, c'est ça que je te dis. Lorsque vous avez une femme, c'est pour cela, quand vous voulez vous marier, allez vous murer, vous allez voir dans la classe pour voir la capacité que vous avez avant d'aller chercher la femme. Sinon, la souffrance ne va commencer par là. C'est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, je ne pense pas que les femmes seront d'accord avec toutes les astuces données sur ce plateau pour les infidèles. Non, écoutez. En tout cas, c'était juste de l'humour. Prenez ça juste comme de l'humour. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de votre matinale. Il nous reste juste qu'à honorer
sa promesse, je m'adresse à Jennifer Sativi. Vous aviez parlé de danser toute seule, je vous ai soutenue et j'ai dit que j'allais essayer. Donc vous dansez, je décide si je danse avec vous ou pas. Mesdames et messieurs, nous allons demander à Ange Nickel Dorego de donner le son. On va y aller, on va s'y mettre.